Je cède à présent la parole à votre animatrice, Carol Fencott. Allez-y. Carol Fencott, bonjour et bienvenue, où que vous soyez au Canada ou ailleurs. Bienvenue à ce webinaire intitulé « Maintenir et renforcer les partenariats avec les patients, les familles et les proches aidants ». Je suis Carol Fencott et j'animerai la séance d'aujourd'hui avec notre co-animatrice Claire Snyman, une patiente partenaire de la magnifique province de la Colombie-Britannique. Alors, je vous remercie de vous être joint à nous, d'où que vous soyez, au Canada et au-delà. Je crois savoir que nous avons quelques invités internationaux qui se joignent à nous. Je vous parviens depuis mon domicile à Toronto et j'aimerais souligner que je me trouve sur le territoire ancestral des Hurons-Wendat, Anishinaabe, Haudenosaunee et Mississaugas et cela continue d'être le lieu de rassemblement des peuples autochtones de partout dans la région. Je souhaite également remercier l'équipe de diffusion de la FCISS qui travaille également depuis son domicile qui se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine et également où se trouve le bureau de la FCISS. J'aimerais aussi penser un petit instant à mon propre lien avec cette terre. Et je regarde cette photo de cet arbre magnifique dans un parc urbain. Et je pense à tous les endroits d'où vous vous joignez à nous. Et je pense à la présence des peuples autochtones qui ont habité ce territoire depuis le début. Et je suis très reconnaissante de pouvoir nous y rassembler aujourd'hui. Alors, avant de céder la parole à Claire, j'aimerais passer en revue quelques questions administratives. Primo, nous sommes très heureux de vous offrir cette série de discussions en mode bilingue. Alors, vous voyez le numéro de téléphone pour entendre l'interprétation en français qui est affiché à l'écran. Et nous vous invitons évidemment à saisir vos observations et vos questions dans la boîte de dialogue dans la langue de votre choix. Deuxièmement, je vous rappelle que cette séance est enregistrée et que nous conserverons son archive sur notre site web et vous pourrez d'ailleurs trouver ces archives assez facilement. Enfin, tandis qu'on mettait au point cette série, l'objectif principal était d'établir un lien entre nous, d'un océan à l'autre, pour apprendre les uns des autres. Il y a des changements qui se produisent très rapidement dans le monde de la participation des patients, des familles, des proches aidants à l'ère de la COVID-19. Il s'agissait pour nous d'entendre une pluralité de voix, ceux qui travaillent dans les organismes de soins de santé, les systèmes de santé, mais aussi les patients, leurs familles et leurs proches aidants, de sorte que l'on comprenne quelles sont les pratiques innovantes qui se produisent pour le moment, mais également quelles sont les difficultés persistantes. Et pour ceux d'entre vous qui être familier avec nos webinaires. Vous savez qu'on échange dans la boîte de dialogue. Je constate qu'elle se remplit rapidement. Alors, on essaie toujours de lire vos observations qui nous arrivent en rafale, mais sachez que nous conservons ces observations, que nous les consignons sous forme de sommaire. Nous consignons donc les questions, les observations et le résumé est affiché sur notre site web un peu de temps après ce webinaire. Et comme je le disais un peu plus tôt, ce webinaire est également enregistré, alors vous pourrez le consulter à loisir plus tard. Alors, je suis vraiment emballée par la séance d'aujourd'hui, car bien qu'il existe des difficultés sur le plan de la participation, en ce moment difficile, on sait qu'il se fait des choses formidables qu'il faut célébrer et desquelles il faut apprendre. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, ce que nous allons examiner, ce sont ces approches innovantes et créatives en matière de pratique de participation pendant cette période de COVID-19. Mais on pense aussi au comment et au pourquoi. Quel est le contexte qui a permis au partenariat avec le patient de s'épanouir et quels sont les obstacles qu'il faut toujours surmonter? Par ailleurs, nous savons que nous vivons dans un nouveau monde et que l'avenir est toujours très incertain. Ainsi, il s'agit pour nous de réfléchir aux moyens par lesquels la COVID-19 changera le paysage de la participation à l'avenir. Alors, je cède la parole à présent à Claire
avant de se faire, je vais quand même la présenter en vous disant que Claire est patiente partenaire, elle nous provient de la Colombie-Britannique et elle a permis d'inspirer des gens autour d'elle. Elle est conférencière, blogueuse, défendresse de la collaboration entre patients et soins de santé. Et elle est inspirée par son parcours personnel. Elle a une tumeur au cerveau, une chirurgie, et elle a d'ailleurs décrit cela dans un livre intitulé Two Steps Forward, Embracing Life for the Brain Tumor, de pas en avant, embrasser la vie avec une tumeur au cerveau. Et c'est fondé sur son journal personnel de redressement. Et pendant cette période, elle a compris l'importance du partenariat avec son équipe et de devenir défendre ses propres intérêts pour pouvoir prendre la responsabilité de sa santé. Alors, je vous cède la parole, Claire, et bienvenue. Claire Snyman. Merci, Carole. Bonjour à vous tous. Je vous proviens de la rive nord de Vancouver, où je suis très reconnaissante de vivre d'ailleurs, et de jouer sur les territoires traditionnels et non cédés des Premières Nations Salish de la côte Tsleil-Waututh et Musqueam. Merci beaucoup à la FCASS de m'avoir invité à participer à cette séance, un thème qui me tient beaucoup à cœur, le partenariat avec le patient, mais aussi le travail que je fais et que j'espère pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Alors, le rôle du patient, de sa famille, de son proche aidant dans les systèmes de soins de santé et la collaboration et la conception par l'entremise de l'expérience vécue fait partie intégrante de l'amélioration de la qualité des soins. Personnellement, j'ai réalisé à quel point cela était important au cours des dernières années. Mon propre récit en tant que patiente partenaire au Canada a commencé il y a une dizaine d'années quand on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau qui exigeait une chirurgie 2 ans plus tard. Pour m'y retrouver dans le système de santé, j'ai eu beaucoup de mal. Et cela m'a mené à utiliser mon expérience personnelle pour tâcher de trouver les moyens de travailler avec le système plutôt que contre lui. Pour moi, la participation des patients et le partenariat sont vraiment intimement liés à mon parcours de soins de santé en tant que personne qui gère plusieurs maladies chroniques. Mon expérience en tant que patient partenaire touche de nombreux domaines. Je continue de collaborer et d'apprendre et je travaille également activement avec des organismes et des autorités de soins de santé en tant qu'expert conseil et en tant qu'experte en activation du patient. Je suis reconnaissante de l'occasion de m'engager dans ce travail et je suis honorée de pouvoir travailler avec les patients partenaires et le personnel de soins de santé que je connais. Alors, je vais vous demander de revenir en arrière avec moi aux premières semaines de mars, au début de la crise de la COVID-19. Je ne suis sans doute pas la seule à estimer que les niveaux de participation et de partenariat avec le patient avaient changé. Moi, je me suis retrouvée en mode attente. Le nombre des possibilités a diminué, tout était suspendu. Et en discutant avec d'autres patients partenaires au cours de ces premières semaines, j'ai constaté que beaucoup d'entre eux avaient l'impression qu'ils étaient tombés dans les mains du filet. En Colombie-Britannique, j'ai vu que on était un peu entre les deux. D'ailleurs, le ministère de la Santé a lancé un appel pour mobiliser les patients partenaires dans la riposte à la COVID-19. On voulait que les patients partenaires et les citoyens participent à des outils d'orientation. À la fin de cette semaine, les patients partenaires et le ministère s'étaient déjà rencontrés sur Zoom. Ils étaient engagés dans une version bêta de cette nouvelle conception d'application pour la COVID. Et ça m'a vraiment revigorée. Alors, ces possibilités de participation ont mis en exergue 2 choses pour moi. D'abord, l'importance en tant que période critique d'entendre la voix des patients et l'envie qu'ont les familles et les proches aidants de contribuer. Deuxièmement, la réponse avant-gardiste d'une autorité de santé provinciale au début de la crise de la COVID-19, demandant activement aux patients de se mobiliser. C'était franchement inspirant.
Au fur et à mesure de la réponse, de la riposte à la COVID-19, on a un peu ouvert les visites et certaines questions clés ont commencé à me venir à l'esprit. Par exemple, quel a été l'impact de ces décisions sur les patients, leurs familles et leurs proches aidants? Et comment le message a-t-il été signalé? Et comment a-t-on tenu compte du patient pendant cette crise? Et qu'en est-il de l'effet durable? Est-ce que la lentille du patient, de la famille du proche aidant, pourrait mettre en lumière les problèmes posés par ce genre de crise? Et ne peut-on pas faire participer les patients et les familles à la planification en cas d'urgence et en cas de pandémie? J'ai, à l'époque, en mars, assisté à divers webinaires sur la COVID, la participation du patient. Et d'ailleurs, j'ai vu des exemples dans la boîte des dialogues apparaître. Comme patient partenaire au Canada, beaucoup de gens travaillent à des initiatives pour répondre à ces questions précises. Alors, j'ai contacté un grand nombre d'entre eux. Et c'est, à mon avis, quelque chose de très positif, c'est-à-dire la hausse de la participation des patients partenaires. Avec ces informations en main, j'ai élaboré un plan et je l'ai présenté à l'autorité de santé. La raison pour laquelle je partage cette information avec vous aujourd'hui, c'est que c'est à cause des patients partenaires que j'ai pu élaborer mon plan grâce à leur participation. C'est ce qui m'a permis de créer une voie à suivre. Donc, ça m'a permis de commencer à déceler des possibilités de participation pendant la COVID-19. Vous savez, il s'agit de déterminer comment trouver le moyen d'entendre la rétroaction de la communauté des patients et des familles de manière sécuritaire. Il faut veiller à ce que l'impact sur l'expérience du patient reste la même en dépit de la crise. Alors, j'ai examiné certaines possibilités, comme les communications. Comment les communications étaient-elles formulées? Comment veiller à ce que le message soit évocateur pour la communauté? Est-ce qu'on tenait compte, par exemple, du langage? Comment pouvait-on identifier des patients, des familles, des proches aidants qui pourraient aider à la planifier des situations d'urgence pendant cette période de COVID-19, pendant cette crise, cette pandémie? Au même moment que cela se produisait, je rencontrais des gens qui me parlaient de la deuxième, troisième, quatrième vague. Il fallait un plan qui puisse paver la voie pour l'avenir, de sorte que le patient, la famille, le proche aidant soient toujours à la table. Il s'agit pour nous de maintenir l'engagement des patients, de la famille, à l'issue de la crise. Et comment peut-on leur demander de contribuer à la planification des cas d'urgence, comme ceux qui se produiront sans doute à l'avenir? Alors, ce plan était bien reçu par l'autorité de santé, le ministère qui s'est intéressé à la contribution des patients et de leur famille. Bon, évidemment, il fallait équilibrer la riposte à la COVID et l'établissement du plan. Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être résilient. Mais essentiellement, je travaille avec 2 partenaires des autorités de santé qui s'intéressent énormément à la participation du patient. Et c'est très encourageant. Et je suis vraiment époustouflée par leur engagement. Ce plan est fluide et dynamique. Il y a des processus, des paramètres qui ont été mis en place pour garantir sa fonctionnalité, mais il y a suffisamment de souplesse et il faut une communication et un partenariat en période de changement, car c'est la clé du succès. J'espère que nous pourrons tous revenir sur cette initiative dans un an et constater les résultats positifs de la mise en place d'un solide plan pour la participation du patient et de sa famille en période de COVID-19. En tant que
patientes partenaires, la pandémie a mis en évidence certaines choses concernant la participation et le partenariat. D'abord, les patients et les familles, ainsi que les proches aidants, sont prêts à s'engager et à donner leur avis aussi rapidement que possible. Ce n'est pas un obstacle à la participation. Deuxièmement, il est important de regarder vers l'avenir et de mettre en place des structures pour renforcer la participation des patients afin de veiller à ce que, à l'avenir, on ne les oublie pas en cas de crise. Troisièmement, il ne faut jamais craindre de lever la main, même en temps de crise. Si on pense qu'il y a une possibilité qui puisse améliorer l'expérience du patient et la qualité des soins. Et enfin, si vous frappez à une porte et que personne ne répond, ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas chez eux ou intéressés à vous voir. Ils sont peut-être occupés ou peut-être qu'ils n'entendent pas la porte. Alors revenez plus tard et frappez à nouveau. S'ils ne répondent pas, laissez une note de sorte qu'ils sachent que vous êtes passé. Merci. Carol Sandcott. Merci Claire. Quel judicieux conseil. Je vois que ce que vous dites trouve écho chez beaucoup de gens car la boîte de dialogue est très active. Vous avez d'ailleurs soulevé des questions qui ont été reprises dans la boîte de dialogue, c'est-à-dire de veiller, ou plutôt Susan Mills ici qui dit les interdictions de visite, elle s'interrogeait là-dessus, est-ce que c'était une bonne idée? Et la dernière observation que vous avez faite, frapper à la porte, Susan dit, comment peut-on aider les organismes qui sont un peu plus craintifs en raison de l'impact de la COVID-19? Je pense que votre démonstration, l'illustration du feu vert, feu jaune, feu rouge, le montre bien. Alors à présent, je vais vous présenter deux partenaires extraordinaires avec lesquels on travaille à la FCISS, du Centre d'excellence pour le partenariat avec le patient et le public. Je vais commencer par Vincent Dumez, qui est atteint de maladies chroniques graves depuis 3 décennies ou plus et qui est un promoteur du concept du partenariat avec le patient à l'Université de Montréal depuis 2010. Il co-dirige le Centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public à l'heure actuelle et également l'unité de collaboration et de partenariat avec les patients de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, il a travaillé un grand nombre de projets liés au partenariat avec les patients, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, avec les IRSC, avec la Fédération de l'hémophilie, avec le Collège royal des médecins. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je pense qu'il faut retenir que Vincent était membre du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance médicaments pour le gouvernement du Canada l'année dernière, en 2019. Et il faut aussi déclarer qu'il siège également au conseil d'administration de la FCISS et au Fonds de recherche du Québec Santé. Et ensuite, je présente Caroline Wang, qui est co-directrice du Centre d'excellence, et elle dirige une équipe interdisciplinaire de patients, de proches aidants, de cliniciens, de chefs de projet et de chercheurs qui travaillent à la transformation des soins de santé en mobilisant l'expertise de l'expérience vécue des patients et de leurs familles. Le centre est un organisme co-dirigé par des patients qui encourage et soutient les possibilités pour les parties prenantes essentielles de travailler réellement en partenariat pour relever les défis de l'amélioration de la qualité des soins de santé. Le centre d'excellence a pour but de veiller à ce que les soins de santé du futur soient co-construits avec les patients et la société qu'ils servent. Alors, sur cette introduction, je pense qu'on comprend qu'ils ont un travail formidable à partager avec nous. Alors, je vous cède la parole, Vincent et Caroline, et bienvenue. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, merci Claire et Carole. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous. Au nom de toute l'équipe au Centre d'excellence, merci d'ailleurs à la FCISS de nous avoir invités. Alors, Vincent et moi avons beaucoup de mal à nous en tenir à quelques mots, alors ce sera très difficile pour nous de nous en tenir à 15 minutes seulement pour vous parler de ce que l'on fait au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics ainsi que nos partenaires, ce qu'ils font au Québec pendant cette crise de la COVID-19. Je vais vous présenter un aperçu de ce que l'on fait et ensuite je vais céder la parole à mon ami, à mon collègue, à
Vincent Dumez qui vous donnera son son de cloche. Je parlerai anglais, lui parlera français. Évidemment, on sera heureux de répondre à vos questions par la suite. Vous savez, nous aussi, on pensait que les activités de partenariat ou de participation seraient mises sur la glace pendant la COVID-19. Dans des webinaires passés, vous le disiez vous aussi, les choses évoluent très rapidement. On ne pensait pas que les patients et les proches aidants seraient une priorité, mais pour tout dire, en fait, ce qu'on a constaté depuis 2 mois, et on espère que c'est votre cas aussi, c'est que c'est plutôt le contraire. Et sur cette diapo aussi, que vous voyez ici à l'écran, vous voyez là où on s'est intéressé justement au partenariat et la participation du patient. C'est piloté par le centre, mais aussi par des partenaires qui croient vivement à l'importance de la participation et du partenariat avec le patient. Alors, je commence en bas de la pyramide. Une des choses les plus importantes au début de la crise pour nous était de trouver un moyen de maintenir un lien avec la communauté de 300 quelques patients partenaires. Alors, il s'agissait pour nous de veiller à ce que les patients ne brisent pas ce lien avec nous et qu'ils ne soient pas trop craintifs à l'idée de participer étant donné la COVID. Alors, on a créé une enquête, un questionnaire qu'on envoie toutes les 3-4 semaines pour voir quelle est la situation des patients, si effectivement ils sont mobilisés comme patients partenaires et pour essayer aussi de tenir compte de leur expérience. C'est une possibilité d'avoir leur rétroaction, mais aussi de leur laisser savoir qu'on est toujours présent. Et c'est une des choses, évidemment, qu'on encourage dans la mesure du possible. On a aussi lancé l'événement soirée, mais virtuel. Donc, ça permet aux patients proches partenaires d'être mis au courant d'activités dans le réseau et de repérer les sujets qui les intéressent. Ces activités nous permettent de déterminer où en est la communauté des patients partenaires. Et, bon, je dirais qu'on a constaté qu'ils étaient angoissés, craintifs, et c'était bien de prendre le pouls. À un autre niveau ici dans la pyramide, nous avons commencé une série de webinaires bi-hebdomadaires, pilotés entre autres par la professeure Marie-Pascale Pommet. Et donc, il s'agissait d'examiner la participation du patient et du proche aidant au Québec et ailleurs en francophonie. De donner l'occasion de discuter d'innovation, de défis, pour voir ce que faisaient d'autres organismes. Ça a été un bon moyen de maintenir la motivation, d'encourager les gens à maintenir le contact. On a participé au lancement de nouveaux réseaux de recherche sur la COVID. Donc, nos centres sont entrés en partenariat avec deux autres chercheurs connus dans le domaine de la participation du patient, François Lamontagne et Nathalie Granvaux. Et donc, il s'agit pour nous de voir comment conduire des recherches qui répondent aux préoccupations et aux priorités, non seulement des personnes touchées par la COVID-19, mais qui seront affectées par la pandémie. Alors, une des choses qu'on a vraiment appréciées, qu'on a pu réaliser, c'est que une bonne partie de nos établissements partenaires ont communiqué avec nous assez vite. Donc, on a vite mobilisé les patients et les proches aidants. On a pu passer en revue les procédures et les communications pour déployer des nouvelles fonctions de télésanté, faire un reménage par rapport à des recommandations de co-conception, surtout dans les relations hospitalières où les cliniciens sont plus distants par rapport aux patients. À évaluer des nouvelles technologies utilisées pour soigner les patients à distance, à la fois à l'hôpital et à domicile, mais aussi un autre projet pilote consiste à créer une communauté de patients pivots ou de bénévoles qui puissent continuer de soutenir les patients qui se sentent isolés pour le moment. Et je crois que cela touche également ce qu'on dit dans la boîte de clavardage. On travaille un programme de formation pour les familles, proches aidants, qui permettrait d'être certifiés en tant que membres des équipes de soins.
de sorte qu'à l'avenir, il soit perçu comme un membre essentiel de l'équipe de soins qui est nécessaire même en période de confinement. Enfin, une autre chose qui était fort intéressante et qui sera évoquée par Vincent dans un instant, Vincent a été invité à se joindre en tant que patient membre du comité tactique de l'éthique de la COVID créé par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le Québec. Et donc, un groupe de travail a été créé qui s'appelle le C4P. C'est constitué surtout de citoyens, de patients, mais aussi de cliniciens, de spécialistes. Dans ce groupe, on a essayé d'inclure des personnes qui avaient des expériences vécues qui seraient les plus pertinentes pour la trajectoire de la COVID-19 et qui pourraient être affectées par la réaction et les conséquences de la COVID-19. Une des réflexions importantes de ce comité est à l'effet maintenant que ce comité doit comprendre les personnes qui ont une expérience vécue des soins et des soins palliatifs, les patients immunodéprimés à haut risque qui sont vivement touchés par le confinement et l'isolement, les personnes atteintes de maladies chroniques, mais aussi des membres de la famille de quelqu'un qui a été atteint de COVID-19. Alors, vous voyez certains des sujets qui ont été traités par ce groupe, dont des politiques et recommandations pour le triage, dans les situations de pénurie de ressources, la communication sur les niveaux de soins privilégiés pour les patients et leurs familles, la modification des procédures de triage pour les chirurgies pendant la COVID-19. Et une chose fort intéressante de ce groupe également, c'est qu'après les premières semaines, on a pu aussi suggérer d'autres sujets, comme la pénurie potentielle et la rareté des médicaments qui pourraient se produire pour les patients non atteints de COVID en raison de la COVID, mais aussi les problèmes vécus en établissement de soins de longue durée. Vous savez sans doute, c'est un problème particulièrement criant au Québec. Alors, c'était mon aperçu extrêmement rapide de ce que l'on fait, mais ce qu'il faut retenir, ce que l'on voulait signaler, et d'ailleurs, je rejoins ce que disait Claire, c'est que les patients et les proches aidants peuvent et doivent continuer de participer. On a essayé de les mobiliser à divers moyens et je pense que ça se fait chez vous également. Et d'ailleurs, je nous encourage à continuer dans la même veine. Sur ce, je vais céder la parole à Vincent qui me dira si j'ai raté quelque chose et qui nous dira quelques mots aussi sur la mobilisation de notre équipe et des parties prenantes essentielles. Bonjour à tous. Merci Caroline pour la présentation de nos initiatives. Il y avait une question que je voyais dans le chat autour de savoir effectivement comment on sensibilise les ministères, les leaders sur l'importance d'impliquer les patients dans des contextes comme celui-là. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi, parce que on croit que la meilleure façon de les sensibiliser, c'est d'illustrer la valeur ajoutée. Impliquer les patients, c'est moralement bon, mais on le fait surtout parce qu'il y a une valeur ajoutée majeure. Et dans toutes les expériences que vient de raconter Caroline, que vient de décrire Caroline, on a pu observer cette valeur ajoutée majeure. Déjà une valeur ajoutée naturelle, parce que beaucoup de patients expérimentés, par exemple immunodépressifs, connaissent très bien les problématiques de risque d'infection, par exemple. Certains proches aidants connaissent déjà très bien toutes les problématiques autour de l'intégration dans les équipes de soins. Certains de nos patients avec des problématiques de santé mentale connaissaient très bien les problématiques reliées à l'isolement, etc. Donc les patients expérimentés ont naturellement un savoir extrêmement important dans une période de crise et de pandémie. C'est ça qui est incroyable. Et c'est de ça dont, quand on l'a pas fait, c'est de ça dont on s'est privé. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir à quel point les patients étaient capables d'anticiper. Dans toutes les discussions qu'on avait avec les patients, ils étaient capables d'anticiper ce qui allait se passer 2-3 semaines, des fois avant même que nos leaders étaient capables d'anticiper. Parce qu'eux-mêmes anticipaient pour eux. Je suis un hémophile séropositif,
J'anticipais les pénuries de médicaments, j'anticipais les problèmes que je pouvais avoir éventuellement au système de santé. Donc mes savoirs reliés à cette anticipation devenaient extrêmement importants. Les apports donc principaux en dehors de l'expérience, du savoir qu'on a comme patient par lui-même. Dans toutes les discussions, on a eu beaucoup de discussions avec le ministère de la Santé sur les questions de triage, par exemple. Extrêmement difficile. Si des fois on arrivait en pénurie dans les soins intensifs, par exemple, ou à l'urgence. Donc on a été, je pense, un des rares endroits où des patients ont été impliqués dans ces discussions-là. Qu'est-ce qu'on a amené quand on a été impliqué dans ces discussions-là? C'est notamment une balance. Vous savez, quand on discute de triage ou de priorisation, souvent le réflexe, ça va être de mettre en avant le principe de maximisation des bénéfices. Donc, on veut maximiser les bénéfices autour d'un enjeu de priorisation. Les patients, on a ramené systématiquement les enjeux d'équité, autant que les enjeux de maximisation des bénéfices. Donc, c'était extrêmement important. Ça a permis, par exemple, d'éviter que dans les processus de triage, d'éviter au maximum qu'il n'y ait pas de catégorie visée. On n'a pas réussi tout le temps parce que c'était des processus de co-construction et on a fait de notre mieux pour s'assurer qu'effectivement des catégories spécifiques n'étaient pas identifiées comme non intégrées dans le triage. Mais on a fait beaucoup pour que ça se passe le moins possible. On a aussi naturellement mis beaucoup d'emphase sur l'importance dans tout ce qui se passait dans la crise, dans le triage, dans la priorisation, l'importance de la communication. C'est pas parce qu'on est en pandémie qu'il ne fallait pas communiquer avec les patients, qu'il ne fallait pas maintenir les processus de collaboration avec les familles, qu'il ne fallait pas être transparent dans l'information, qu'il ne fallait pas demander, par exemple, aux patients quelles étaient ses volontés par rapport à la fin de vie, etc., etc. On a beaucoup insisté aussi sur toutes les questions de dignité. Au Québec, comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de morts. On a beaucoup de morts. Les urgences les urgences à un moment étaient saturées. Il y a eu beaucoup d'hospitalisations. On avait peur que les gens meurent seuls dans les couloirs. Donc on a beaucoup poussé aussi pour dire non, c'est pas parce que c'est dans l'urgence, que c'est dans la précipitation qu'il faut que les gens meurent seuls dans les couloirs. Il faut qu'ils soient en contact avec leur famille. Il faut qu'on trouve des moyens pour leur permettre de vivre dignement. Bien entendu, un des éléments qu'on a ramené systématiquement aussi, c'est les familles, l'importance des familles. Dans le Covid, dès le départ, comme les familles étaient à l'extérieur des milieux de soins, je peux vous dire que dans toutes les discussions dans lesquelles on est arrivé, on parlait quasiment pas des familles. Parce que de toute façon, les familles n'étaient pas intégrées. Donc on voyait pas l'intérêt de parler des familles. Et nous, on a ramené tout le temps la perspective des familles, l'importance de maintenir un lien de collaboration entre les familles et les patients, mais aussi entre les familles et les professionnels de la santé. On a aussi amené énormément de valeur ajoutée sur le vocabulaire de tous les documents qui étaient produits et qui allaient être diffusés dans tout le réseau de la santé au Québec. S'assurer qu'on utilise les bons mots, qu'il n'y ait pas des termes choquants qui soient utilisés, qu'on soit fin dans la façon dont on exprime les choses. Ça a été aussi quelque chose que les patients partenaires et les proches partenaires ont beaucoup ramené. Puis finalement, dans toutes les discussions, comme à chaque fois que des patients et des proches sont intégrés dans des réflexions d'amélioration en général, on a toujours amené une perspective de trajectoire de vie. On a toujours ramené une perspective systémique. On les a aidés à sortir des silos. Les patients et les proches, quand on est intégrés dans des discussions difficiles, des fois graves, des fois où il est question de soins palliatifs, de vie ou de mort, nous, on regarde pas un silo hospitalier en particulier, nous, on regarde l'ensemble, on traverse notre référence et notre trajectoire de vie. C'est pas la façon dont fonctionne l'urgence ou un département hospitalier en particulier. Donc, ce qu'on a amené aussi dans le cadre des discussions, c'est toute cette approche systémique, cette possibilité d'approcher la pandémie de façon plus globale et de façon beaucoup plus intégrée. Ça a été vrai dans les travaux qu'on a fait avec le ministère de la Santé. Ça a été vrai dans les travaux qu'on a fait aussi dans la recherche avec la contribution qu'on a, et moi comme co-directeur du nouveau réseau de recherche Covid du Québec. Ça a été vrai aussi dans toutes les collaborations qu'on a pu avoir avec les centres hospitaliers. Alors, on a été, en guise de conclusion, avant de laisser la parole aux questions, on a été privilégié, je pense, d'être sollicité, comme l'a expliqué Caroline,
Je tiens à remercier à la fois les patients qui ont été impliqués. Ça n'a pas été facile pour les patients et les proches, parce que des fois, quand on discute de triage à l'urgence ou de triage aux soins intensifs, on parle de nous-mêmes. Hein. Quand on parlait des critères de triage, il y a certains critères de triage qui pouvaient nous exclure nous-mêmes. Alors les discussions ont été émotivement des fois difficiles pour tout le monde, et je tiens à souligner ça. Je voudrais aussi souligner tous les patients partenaires et les proches partenaires qui n'ont pas eu l'occasion qui ont été gelés, qui n'ont pas eu l'occasion malheureusement de s'impliquer. Et je suis très triste pour eux, puis je suis très triste pour la société aussi, parce que on a raté quelque chose dans cette crise en ne le faisant pas. On s'est privé de savoir extrêmement important de réaction dans la crise, et je suis content de voir qu'en Colombie-Britannique on l'a fait. Je voudrais remercier aussi certains leaders, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM avec son PDG, Fabrice Brunet et Cathy Malas, la ministre de la Santé au Québec aussi, qui supporte depuis son arrivée le partenariat patient de très belle façon. Marie-Ève Boutillier, la présidente du comité d'éthique du ministère, qui nous a inclus dès le départ, les dirigeants de la recherche aux santé au Québec, qui maintenant intègrent systématiquement la perspective patient et proche dans la façon dont ils pensent à la recherche. Ils créent un nouveau réseau et dès le début, ils intègrent la perspective patient. Alors, c'est des exemples. Ça ne veut pas dire qu'au Québec, tout a été parfait, loin de là. La grande majorité des patients partenaires n'ont pas été impliqués. Encore une fois, on a été chanceux au centre d'excellence de l'avoir été. Mais on trouve dommage aussi que ça n'a pas été beaucoup plus général. Par contre, ce qui est certain, c'est que les savoirs des patients et des proches expérimentés est une valeur ajoutée majeure dans cette gestion de crise. Et moi, je suis un séropositif qui a vécu la crise SIDA dans les années 80. On le savait, ça. On a vu à quel point les savoirs patients dans les années 80, dans la fin des années 80, début des années 90, avaient aidé à faire évoluer le système de santé. On sait à quel point la crise SIDA a mis en valeur l'importance du partenariat. Aujourd'hui, ce qu'on vit au Québec, à travers les CHS, à travers la crise majeure qu'on vit avec nos soins de longue durée, c'est avant tout une crise de partenariat. Partenariat de soins en général, une crise de la collaboration interprofessionnelle, une crise de l'intégration des patients et des familles dans la logique d'ensemble. Donc, plus que jamais, ce que nous enseigne cette crise, c'est que le partenariat de soins est à l'ordre du jour. Et que plus que jamais, il est temps, cette crise a démontré qu'il est temps d'impliquer des patients et des proches dans les apprentissages et dans la préparation à la prochaine crise. Et on espère vraiment que même si ça a été gelé pendant un moment, toutes les initiatives, on espère vraiment qu'elles vont rebondir, parce que c'est pas juste pour le bien-être des patients partenaires et des proches partenaires, c'est aussi pour l'évolution de notre société et s'assurer que la crise qu'on vient de vivre, comme la crise SIDA dans les années 80, on en fasse quelque chose de positif et de constructif pour l'avenir. Merci à tous. Merci Vincent et Caroline. Là, formidable. Ça a été rempli de messages importants et je vois la boîte de dialogue s'enflammer, c'est vrai. Votre organisme a fait pression et d'ailleurs, vous avez vraiment fait la démonstration de la valeur ajoutée de la participation. J'ai beaucoup apprécié cette observation de l'anticipation, c'est-à-dire que le patient sait naturellement ce que doit faire le système. Et je vois beaucoup d'observations d'ailleurs dans la boîte de dialogue qui posaient des questions similaires par rapport à des approches de participation et des stratégies qui soient permanentes et qui soient sur le terrain à l'avance de la prochaine pandémie. Alors, il y a beaucoup d'observations là-dessus dans la boîte de dialogue et aussi sur l'accueil des familles et des proches aidants à titre de partenaires de soins et d'alliés essentiels, du fait qu'il ne faut pas perdre cela de vue non plus. Je vais à présent céder la parole à Claire qui va se charger des questions. Je crois que les questions seront prises en rafale. Elles vont nous venir rapidement, car là, vous êtes tout feu tout flamme dans la boîte de dialogue. Alors,
nous allons commencer par la participation. Le fait que oui, ça a été mis sur la glace pendant un moment, mais qu'elle reprend de l'énergie. Alors Claire va nous montrer les résultats du petit sondage auquel vous avez répondu en vous inscrivant à cette séance. Et ensuite, nous allons passer à vos questions. La parole est à vous, Claire. Claire Snyderman. Ah, je vois d'ailleurs une question sur les résultats du sondage. Alors, j'espère que vous voyez à l'écran. Alors, si vous réfléchissez aux 4 premières semaines de la pandémie, alors, réfléchissez aux 4 premières semaines de la pandémie de la COVID-19. Selon votre expérience, le nombre d'activités de participation du patient auxquelles vous avez assisté a-t-il augmenté, diminué, a-t-il été maintenu? Et ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que, on va dire, si on réfléchit à la participation du patient à l'heure actuelle et que vous constatez une différence par rapport aux 4 premières semaines, c'est certainement que les choses ont augmenté. Donc, on semble avancer dans la bonne direction. Alors, j'espère que, parce que je vois justement dans la boîte de dialogue, c'est qu'on a de plus en plus de débouchés pour faire participer les patients, les proches aidants, les familles, de sorte qu'on puisse entendre leur voix, surtout parce que les autorités de santé se posent beaucoup la question à quoi peut ressembler cette participation, parce qu'effectivement, elle doit évoluer avec la crise actuelle. Alors, je pense que nous vivons une période intéressante. Alors, nous allons poser une première question que vous allez voir s'afficher. Alors, notre première question, pour aujourd'hui, quelles approches innovantes et créatives avez-vous observées en matière de pratique de participation du patient pendant cette période de COVID-19? On aimerait bien avoir des réponses de partout au Canada, mais même si vous êtes d'ailleurs au Canada, cela nous intéresse énormément. Et j'aimerais aussi apprendre d'autres patients partenaires, parce que, comme vous le savez, je vais travailler un plan d'action pour l'avenir. Alors, si vous avez entendu des choses de la part d'autres patients partenaires, notez-le dans la boîte de dialogue. Je vais vous donner quelques instants pour le faire. Alors, n'hésitez pas. Saisissez vos observations. Carol Fancott. Si vous permettez, je vais faire une petite observation. Il y a une question sur les soins de longue durée. Et je crois, Vincent, que vous aviez justement souligné quelque chose qu'on reconnaît tous. Avec cette crise avec laquelle on est aux prises, on a révélé des déficiences importantes dans le système, surtout dans le secteur des soins de longue durée. Et ce que j'aimerais signaler dans le cadre de cette série de conversations sur la participation du patient, dans tous les secteurs, à tous les niveaux du système de santé et dans tous les domaines, c'est effectivement le cas. Beaucoup de gens ont parlé de recherche. J'ai vu le Centre d'innovation de l'Université de Manitoba, quelqu'un qui parlait de l'augmentation de la participation, même si dans le monde de la recherche, les échéances de projets de recherche sont plus courtes. Alors, je pense qu'il faut reconnaître que l'ICSS fait un travail dans le domaine de la participation du patient qui s'est d'abord focalisé sur le secteur des soins actifs et le milieu hospitalier, entre autres par l'entremise de son projet Meilleur Ensemble, mais on s'intéresse beaucoup maintenant aux établissements de soins de longue durée. Alors, je serais très heureux de savoir ce que vous pensez de cela. Alors, je vois des félicitations à vous, Vincent, pour tout ce que vous avez fait au Québec. Il y a beaucoup de thèmes reliés aux approches innovantes qui, par exemple, proposent des assemblées virtuelles, des visites virtuelles, des soutiens entre pairs, les médias sociaux, pour rétablir des liens entre les gens quand on ne peut pas se rencontrer en personne. Alors, trouver d'autres moyens de maintenir ce contact. Et pour rejoindre ce qu'on disait un peu plus tôt, à l'effet que les projets sont maintenant de plus courte échéance, eh bien,
justement, il faut tâcher de multiplier les possibilités de participation. Augmentation de l'inclusion, de l'application des connaissances, surtout recherche qui tient compte de la participation des patients et des proches aidants dans son application concrète, mais aussi le fait qu'il faut être conscient de la technologie et des obstacles à la participation associés à cette technologie et des gens qui ne sont pas familiers avec la technologie. Et il y a peut-être aussi des problèmes d'accès à la technologie. Je me demande, Claire, dans la proposition que vous avez présentée en Colombie-Britannique, est-ce qu'il y a des approches que vous étudiez, sachant que ça ne se produira peut-être pas en personne, enfin les activités de participation ne se feront peut-être plus en personne? Oui, tout à fait. Ce que je vois dans la boîte de dialogue concerne surtout les rencontres virtuelles, et ce sera certainement notre cas au Conseil en Colombie-Britannique, mais éventuellement, on aimerait bien pouvoir se rencontrer en personne. Mais effectivement, pour le moment, on doit se concentrer sur le virtuel. Une bonne partie de la participation se fait déjà en ligne et non pas en personne. Alors, on continue dans la même veine. Une chose que je souhaitais signaler, une observation qui rejoint une question antérieure, beaucoup de mobilisation et de participation des patients partenaires se produit parce que ce sont les patients partenaires qui le demandent. Alors, je pense qu'on peut se servir de cela, c'est-à-dire à l'avenir, si c'est difficile d'obtenir des possibilités de participation, il faut se servir de ces connaissances des patients partenaires au Canada, d'ailleurs, pour trouver des débouchés et les présenter aux autorités de santé. Présenter la valeur ajoutée des patients partenaires à l'autorité de santé. Dire, bon, voici ce qu'on a fait dans ce domaine, on pense que ça peut s'appliquer à tel autre domaine, on pense qu'il faut examiner les soins centrés sur le patient et sa famille par d'autres moyens. Parce que, évidemment, on est en mode riposte à la COVID, mais à un moment donné, avec la reprise des activités, avec la nouvelle réalité, il faudra présenter des possibilités nous-mêmes de participation. Carol Sancott, ce que j'aime bien dans la boîte de dialogue, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de structures déjà dans le système pour la participation du patient et que les gens se servent toujours des mêmes structures, mais le font de manière très différente. Et c'est la vitesse à laquelle les activités de participation se produisent qui a bien changé. Avant de passer à la prochaine question, je me demandais si, Vincent, vous aviez quelque chose à répondre à cette question, c'est-à-dire de veiller à ce que cette conversation se retrouve dans les tables décisionnelles, c'est-à-dire les ministères, de veiller à ce qu'il y ait une responsabilité de collaboration au niveau des ministères. Et les moyens par lesquels vous êtes parvenu à le faire au Québec grâce au centre ou d'autres idées que vous pourriez avoir pour veiller à ce que les hauts dirigeants ne perdent pas de vue l'importance de la participation du patient. C'est sûr qu'il faut, pour arriver à faire ça, il faut à la fois avoir une démarche d'engagement et puis aussi une démarche qui est soutenue par de la recherche. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire la démonstration de la valeur de ce qu'on fait. Ça, c'est essentiel. Puis le CFHI, pour ça, a beaucoup aidé en évaluant les dispositifs de partenariat patient, puis de faire la démonstration de la valeur comme on peut le faire aussi au centre d'excellence ou peut le faire en Ontario, d'autres groupes comme partout au Canada, comme en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et j'en rate. Donc les décideurs ont besoin de comprendre la valeur de ça. Et la valeur est facile à démontrer, elle est évidente en fait. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'elle est évidente qu'il faut pas la démontrer. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau du centre d'excellence, ce qu'on a fait au niveau d'unité sport aussi du Québec,
c'est qu'on a beaucoup travaillé sur sur l'évaluation de cette valeur, puis la visibilité de cette valeur. On l'avait fait avant la crise. Donc c'est pour ça que le téléphone il a sonné, puis qu'on n'a pas été obligé tout le temps d'appeler. Parce que certains décideurs sont convaincus déjà qu'il y a une valeur ajoutée. Ça, c'est un travail qu'on fait depuis des années, puis qu'on fait sans relâche. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un partenariat entre chercheurs, patients, experts du partenariat patient et proches, et les décideurs, puis que ce réseau-là travaille ensemble pour comprendre, encore une fois, la valeur ajoutée. On ne peut pas demander aux gens de faire juste un acte de foi. Et surtout en période de crise. Carole Sancott, oui. Et je pense, Vincent, que ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut établir cette culture de la participation. C'est fondamental. Ce qui nous mène à la prochaine question. Je vous cède la parole, Claire. Je pense que notre équipe de diffusion va d'ailleurs afficher la prochaine question. Voilà, nous y sommes. Alors, la prochaine question. Qu'est-ce qui a permis de renforcer la participation du patient et le partenariat avec le patient pendant cette période difficile? Et quels sont les obstacles qu'il faut toujours surmonter? Bon, y a-t-il des domaines de force? Mais y a-t-il aussi des domaines de faiblesse? Des choses qui ont été un obstacle au partenariat significatif pendant cette période? Carole Sancott, je vois les gens dire leadership, leadership, leadership. Oui, effectivement. Communication, confiance, des piliers en fait. Piliers de la participation elle-même. Mais aussi, il faut tisser des rapports, des relations. C'est fondamental pour les travaux de participation et de partenariat. Caroline, je vais vous demander de parler de leadership. À quoi est-ce que ça ressemble? Vous êtes un centre co-dirigé et le leadership qui existe a permis de propulser votre travail, n'est-ce pas? Caroline Wong, merci. Écoutez, je souhaitais insister là-dessus justement parce que pour être parfaitement transparente, une bonne partie de ce qu'on a pu faire depuis 2 mois n'aurait pu se produire si on n'avait pas eu M. Vincent Dumez comme co-dirigeant, ainsi qu'un grand nombre de chefs de file de la participation du patient de partout au Québec, qui jouent un rôle très important, non seulement pour veiller à ce que la culture soit telle qu'on comprend l'importance de la connaissance expérientielle, mais aussi que on a déjà cette expérience du travail à des niveaux très stratégiques du système de soins de santé, avec des patients, avec des proches qui permet d'orienter les travaux du centre d'excellence de manière singulière. Comme Vincent le disait, il y avait des conversations difficiles sur le plan éthique, mais on a eu une conversation ce matin en équipe, vous savez, l'autre possibilité, c'était d'être exclu de la table. C'était la seule autre possibilité. Alors, on sait que de faire partie de la table, de faire partie des décisions, c'est très important. Le fait qu'on avait déjà participé aux décisions dans le passé, ça signifie qu'on n'a pas été oublié pendant cette pandémie. Et c'est ce qui nous permet de renforcer nos bases pour être plus forts à l'avenir et être mieux préparés pour l'avenir. Mais bon, on a aussi des exemples de choses qui ont été mises sur la glace. Bon, il y avait des craintes, des angoisses par rapport à la participation des patients et de leurs proches. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est une chose à laquelle on veut continuer de réfléchir, le rôle du leadership des patients. Mais nous, effectivement, on estime que les patients doivent participer à tous les niveaux du système. Carole Sancott, bien, merci. Alors, je vais conclure ici, car je constate quand même qu'il y a une observation de Sydney
Graham qui dit « On est peut-être invité à la table, mais on n'a pas un siège permanent autour de cette table, n'est-ce pas ?» Ça, c'est une observation intéressante. Il faut créer cette culture de transparence, d'ouverture qui nous fasse une place permanente. Alors, on passe à notre dernière question. Il nous reste 3 minutes. Alors, de nouveau, vous allez voir un résumé produit par notre équipe parce que on a des questions et des observations très intéressantes dans la boîte de dialogue. Alors, de nouveau, je vous cède la parole, Claire, pour la dernière question. Claire Simon. Oui, je m'amuse vraiment bien. C'est dommage de devoir te quitter. Alors, à votre avis, comment cette période de COVID-19 changera-t-elle le paysage de la participation du patient à l'avenir? Et il y a beaucoup d'observations dans la boîte de dialogue. C'est un volume assez impressionnant de commentaires. Mais je lisais un article de Jason Wilson qui parlait d'une nouvelle normale qui définira une nouvelle existence pour le système de santé. Consultez cela sur le site du Bell Institute. Étant donné ce qu'on évoquait, est-ce qu'il y aura effectivement une nouvelle existence pour les partenariats avec le patient, pour la participation du patient, et à quoi ressemblera cette nouvelle existence dans le système de soins de santé? Je trouve que cet article arrive à point nommé. Carol Fancott. Alors, dans la dernière minute qu'il nous reste, Vincent, Caroline nous a parlé de leadership chez les patients et l'avenir de la participation du patient à l'avenir. Si vous avez 30 secondes, quelques ultimes réflexions sur le leadership des patients en 30 secondes, on les apprécierait. Alors Vincent, leadership sur le patient pour l'avenir. C'est l'enjeu principal, le leadership. Faut continuer à construire nos capacités de leadership patient. Je pense que on a réussi à faire de la démonstration en recherche. Je pense que la démonstration s'est faite aussi dans les soins. Je pense qu'on est en train de la faire dans l'enseignement. Maintenant, je pense qu'à l'échelle du Canada, et c'est vrai aussi au Québec, ce qui nous reste à percer, c'est le volet politique, le volet des politiques publiques. C'est intéressant parce qu'on a d'autres endroits, comme en France par exemple, où ils ont percé le côté politique publique, mais par contre, ça ne s'applique pas dans le concret aussi rapidement que chez nous. Puis chez nous, ça s'applique beaucoup dans le concret, mais on a du mal à faire suivre le discours politique autour de ça. Donc je pense qu'on en est là, puis j'appuierai ce que je vois les commentaires de Julie notamment sur le film. Je pense qu'on en est, il faut que ça s'intègre dans les politiques publiques pour avoir une certaine pérennité, puis pour avoir un cadre de fonctionnement pérenne pour l'avenir. Je pense qu'on en est là. La démonstration, elle est faite. Alors, passons aux vraies affaires, comme on dirait au Québec. Je pense que c'est ça que la crise a illustré. Merci. Et sur cette note optimiste, alors nous allons conclure avec de gros remerciements. On a un intérêt formidable pour ce sujet. Merci beaucoup à vous tous qui continuez de saisir des observations dans la boîte de dialogue. Merci à nos conférenciers, Vincent, Caroline, évidemment, notre co-animatrice Claire, ainsi que notre équipe de diffusion, nos productrices Kelly et Shina qui rendent ces webinaires disponibles, ainsi qu'Isabelle. Jessie, enfin, elles sont nombreuses à veiller à ce que ces webinaires se déroulent sans difficulté. Il y a un petit sondage affiché à l'écran. Votre rétroaction nous est très précieuse. Alors, si vous pouviez nous aider en répondant à façonner les prochains webinaires, on l'apprécierait beaucoup. Alors, c'était la dernière émission sur la participation du patient, mais étant donné qu'on a un engouement pour cette discussion, on va continuer. Alors, restez à l'affût. On vous enverra des avis par rapport aux prochains webinaires qui se produiront en juin et juillet. Et sur ce, nous vous remercions infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci pour votre énergie, votre enthousiasme, votre engagement dans le domaine de la participation du patient. Et comme toujours, votre rétroaction est la bienvenue par rapport à ce qu'on fait ici à la FCASS et ce qu'on peut faire pour continuer de jeter des ponts entre nous au Canada.
sur ce thème très important de la participation du partenariat avec le patient. Merci à tous. Passez une excellente journée. Je vous souhaite de rester en bonne santé. Au revoir.